Cette semaine, dans Carnet de santé, l'hésitation vaccinale. Pourquoi et comment y faire face? Coup de projecteur. Au Nigeria, les experts tirent la sonnette d'alarme face à une épidémie de rougeole aggravée par la méfiance à l'égard des vaccins. Enfin, des victimes d'agressions sexuelles se tournent vers l'art-thérapie pour leur bien-être psychologique. C'est dans cette édition de Carnet de santé. Bonjour à tous, ravi de vous rejoindre pour une nouvelle édition de Carnet de santé. De nombreuses personnes dans le monde recevront un vaccin au moins une fois dans leur vie. Un vaccin est une préparation contenant des micro-organismes qui sont soit des germes inactivés, soit des germes tués. Il sert à protéger un individu contre une maladie infectieuse en stimulant son système immunitaire. Selon l'Organisation mondiale de la santé, la vaccination prévient actuellement 4 à 5 millions de décès chaque année. Néanmoins, le refus ou l'hésitation à se faire inoculer existe depuis bien longtemps. Ce phénomène est souvent dû à la méfiance à l'égard du produit ou du fournisseur, à la complaisance, aux croyances religieuses ou culturelles. Partons tout de suite au Nigeria, où, selon Médecins sans frontières, des centaines d'enfants tombent malades de la rougeole dans l'état nord-est de Borno et où l'opposition au vaccin aggrave l'épidémie. Reportage à Maïdougouri, signé Hussaina Mohamed, récit Rosine Mounezero. Selon Médecins sans frontières, plus d'1 millier d'enfants atteints de rougeole ont été admis dans les hôpitaux de janvier à avril de cette année dans l'état de Borno, où la violence de Boko Haram entrave la prestation des soins de santé. Le personnel local de Médecins sans frontières ajoute qu'environ 600 des enfants admis venaient de Zabarmari, un village situé à la périphérie de Maïdougouri, la capitale de l'état de Borno. Ce que nous faisons à Zabarmari en tant que Médecins sans frontières, c'est que nous envoyons des mobilisateurs communautaires de maison en maison pour trouver des enfants présentant des symptômes de rougeole. Quand ils en trouvent, ils les amènent à l'hôpital. Les agents de santé locaux affirment qu'avant l'engagement des mobilisateurs communautaires par MSF, de nombreux parents soignaient leurs enfants affectés à domicile, évitant les hôpitaux. Les travailleurs ont attribué la gravité de l'épidémie à l'opposition des parents à la vaccination dans cette région. Il existe un vaccin, mais la plupart d'entre eux ne le prennent pas. Lorsque nous avons visité leur village pour la vaccination contre la rougeole, ils l'ont rejeté. C'est la raison pour laquelle nous assistons à cette poussée de l'épidémie. Il y a eu une année où nous n'avions pas eu d'épidémie parce qu'ils ont accepté la vaccination. De nombreux parents dans le nord du Nigeria sont opposés aux vaccinations qui sauvent des vies en raison de certaines croyances infondées. L'une des croyances est que les vaccins pourraient causer l'infertilité chez les gens. Nous insistons toujours sur l'importance des vaccins. Mais dans la plupart des cas, le problème ne vient pas des mères, mais plutôt des hommes qui ont mis en garde contre toute vaccination. Les responsables de Médecins sans frontières préviennent qu'une campagne massive de vaccination et de sensibilisation est nécessaire de toute urgence pour enrayer l'épidémie dans l'État. L'État de Borno a connu des épidémies répétées de rougeole au cours de la dernière décennie. Lors d'une épidémie en 2019, plus de 4000 enfants ont été touchés dans 8 collectivités locales. Certains enfants sont décédés, tandis que d'autres ont souffert d'une perte permanente de la vue ou de leur ouïe. La vaccination contre le Covid-19 a suscité des réactions mitigées dans le monde entier, alors que certaines personnes se précipitent pour se faire vacciner, d'autres hésitent encore ou refusent carrément de le prendre. Et vous, quelle est votre opinion sur le vaccin contre le Covid-19? Nous avons recueilli votre avis dans différents pays africains. Regardez. C'est pourquoi j'utilise toujours mon masque. Je me lave les mains avec du savon et de l'eau courante, puis j'utilise un désinfectant pour les mains. Le vaccin, c'est quelque chose de nouveau dans le système. Je n'ai pas confiance.
Je ne sais pas si le vaccin lui-même est sûr ou pas. Premièrement, nous savons que certains pays ont suspendu l'utilisation de ces vaccins en raison d'un caillot sanguin détecté chez les personnes déjà vaccinées. Deuxièmement, la façon dont le gouvernement gère ce problème, certaines personnes estiment que ce qui a été livré au Kenya n'est peut-être pas le vaccin original. Il appartient donc au gouvernement de déterminer maintenant si le vaccin est sûr ou pas. Le jour où je verrai le vaccin guérir des gens, je me ferai vacciner. Mais j'ai entendu beaucoup de rumeurs sur les vaccins parce que les gens ont contracté d'autres maladies après avoir été vaccinés. Je ne veux pas de cela. Je recommanderai la vaccination à tous mes proches et aux membres de ma famille parce que le gouvernement a introduit les vaccins pour le bien des gens. Les gens doivent savoir qu'au lieu d'hésiter, ils doivent aller se faire vacciner. Maintenant que j'ai été vacciné, je me sens très en sécurité dans mes relations sociales, car je pense qu'il est très important que les gens se fassent vacciner pour que nous puissions reprendre notre vie normale. Oui, c'est très important parce que vous savez, le vaccin vous empêche d'attraper le virus. Des gens qui avaient des idées fausses sur le fait que le coronavirus n'est pas réel, mais il est bien réel. Je travaille à l'hôpital, donc je sais de quoi je parle. Le docteur Ahmed Kalebi est associé fondateur, ancien PDG et consultant en chef du groupe Lancet Laboratories, Afrique de l'Est. Depuis Nairobi au Kenya, il nous en dit plus sur certaines raisons de l'hésitation à la vaccination et de ce qui peut être fait. We didn't do enough per se, I see why that. Je pense que nous n'avons pas fait assez parce qu'au début, le ministère de la Santé n'a pas été assez clair. Donc on ne savait pas très bien quand est-ce que nous allions recevoir le premier lot de vaccins. Nous nous attendions à environ 1,2 million de doses de vaccins entre décembre et janvier. La livraison a été retardée jusqu'en mars. Cependant, lorsque le vaccin a finalement atterri dans le pays et que le ministère l'a annoncé, le problème était de convaincre les gens de venir chercher le vaccin parce que même les travailleurs de la santé, les médecins, infirmiers, les cliniciens hésitaient beaucoup et certains d'entre eux, par le biais de leurs syndicats, diffusaient suffisamment d'informations sur le vaccin, en particulier sur l'innocuité du vaccin et son efficacité. Et l'une des maladresses qui se sont produites, je pense, c'est que si vous remarquez dans la plupart des pays, le président, le ministre de la Santé et les hauts dirigeants ont été les premiers à se faire vacciner, mais dans notre pays, pour une raison quelconque, l'exécutif, y compris le président, n'a pas pris le vaccin en premier et même le ministre de la Santé. Au même moment, nous recevions également des rapports sur les effets indésirables graves du vaccin, en particulier les caillots sanguins dans le cerveau et les caillots sanguins entraînant la mort. Par conséquent, le public et même la communauté médicale se sont demandé si ce vaccin était sûr ou pas. Je pense qu'il y a eu un manque d'information parce que nous aurions dû organiser une campagne d'information plus importante auprès du public. Ce que je peux dire maintenant, c'est que nous nous dirigeons vers la fin de la troisième vague qui a été plus dévastatrice que la première et la deuxième. Et nous devrions nous attendre à ce qu'il y ait une quatrième vague inévitable. Et surtout, s'il y a ce nouveau variant plus contagieux qui a muté, alors ils peuvent vraiment se propager comme une traînée de poudre. Donc, si les gens veulent éviter ce genre de scénario, le mieux serait d'être simplement plus en conformité avec les mesures qui ont été introduites. Sinon, il n'y a pas d'autre moyen d'empêcher complètement cette pandémie et l'infection de se propager sans ces mesures ou le vaccin. Maintenant, d'un côté, cela s'est produit quand il y avait beaucoup de théories de complot en circulation et beaucoup de messages alarmistes sur les réseaux sociaux, sur WhatsApp, Facebook, comme quoi tous ces vaccins sont là pour contrôler les gens afin de modifier leur constitution génétique, pour réduire la volatilité, pour contrôler la population. C'est la première fois que nous constatons que ce vaccin est en fait davantage utilisé dans les pays occidentaux, d'où il provient, qu'en Afrique. Donc cette justification ou cette raison n'est plus valable parce qu'elle n'est pas ciblée envers les Africains pauvres pour le contrôle de la population. Donc certaines des personnes qui refusent les vaccins et les abolitionnistes des vaccins comme nous les appelons ne se prononcent pas aussi fermement. Les gens ont peur de tout ce qui est nouveau. Et je connais de nombreux scénarios, même dans ma propre famille, où les gens diront « Vous allez vous faire vacciner? Nous allons voir cela. Si rien ne vous arrive, nous emboîterons le pas. » Et cela s'est produit même parmi les médecins. Certains médecins qui sont assez courageux iront se faire vacciner.
D'autres disent qu'ils attendront de voir ce qui se passe. Donc, après environ un mois, vous constaterez maintenant que les gens acceptent davantage cela. So after about a month, you'll find now people are accepting this more. Aminou Toudoun Wada a survécu à la polio quand il était un jeune garçon. Aujourd'hui, il sensibilise les parents à la nécessité de vacciner leurs enfants. Il est actuellement président des personnes handicapées dans l'état de Kano au Nigeria. Voici son histoire. La polio m'a affecté en 1963. Un soir, mon père a fini de faire ses ablutions et il m'a demandé d'aller ranger la bouilloire dans la maison. Mais avant d'y arriver, je suis tombé et j'ai commencé à pleurer. Ma mère et mon père sont venus me chercher. Mon père m'a amené à l'hôpital. Le médecin a effectué un examen médical complet de mon corps. Après, mon père est venu me chercher le matin et ma mère m'a dit « Lève-toi ». Mais je ne pouvais pas me lever. Avant, nous avions beaucoup de maladies au Nigeria. C'est la raison pour laquelle nous disons aux gens, si vous voyez que le gouvernement donne des vaccins, faites vacciner rapidement vos enfants. Nous demandons aux gens, voulez-vous que votre fils ou votre fille soit comme nous? Si vos enfants sont comme nous, ils ne peuvent rien faire. Ils ne peuvent pas rejoindre l'armée, ils ne peuvent pas rejoindre la police, ils ne peuvent pas jouer au football. Nous disons aux parents, faites vacciner vos enfants. Si vous ne faites pas cela, alors tout peut leur arriver. L'art-thérapie est souvent utilisée par les professionnels pour porter assistance aux personnes qui ont vécu des traumatismes. Maxime Molkaskov de la VOA a rencontré des survivantes d'agressions sexuelles qui ont transformé cette forme de thérapie en une entreprise florissante. Le récit d'Arzuma Compaoré. Les cousines Ellie Klugerty et Kristen Malinowski ont grandi dans le nord de la Virginie et se sont toutes deux dirigées vers l'université Virginia Tech pour obtenir un diplôme en neurobiologie. Elles ont beaucoup en commun, comme par exemple le fait d'être des survivantes d'agressions sexuelles sur le campus. Dans le cadre de leur établissement, elles ont lancé une ligne de bijoux appelée Camaria. Quand j'ai commencé à créer des bijoux, je suis partie d'une idée de quelque chose qui n'existait pas encore. Il ne me restait plus qu'à trouver un moyen de donner vie à cette idée. Les jeunes femmes ont commencé à étudier la fabrication de bijoux à New York et ont parcouru le monde pour apprendre différents styles de bijoux. Un an après le lancement de Camaria, Klugerty et Malinowski ont créé une organisation à but non lucratif appelée Restore Dignity, en français Restaurer la dignité, qui offre une aide financière aux victimes d'agressions sexuelles sur le campus. Vous seriez surpris de savoir que nous avons reçu des candidatures d'étudiantes qui ont été privées de leur diplôme jusqu'à ce qu'elles paient leurs frais de santé et ces coûts ont été directement réattribués à l'agression sexuelle. De nombreux bijoux fabriqués par Klugerty et Malinowski sont asymétriques. Les cousines disent qu'ils sont censés montrer la beauté de l'imperfection. C'est tellement significatif et il est facile d'attacher un symbolisme à quelque chose d'aussi petit. L'une de nos pièces phares est le collier papillon. Le papillon représente la transformation, ce qui est un bon rappel pour les survivantes. Les jeunes femmes pensent que la pandémie de Covid a appris aux gens à être plus empathiques les uns envers les autres. Elles disent que ces temps obligent certaines personnes à mener une vie très isolée, comme celle que mènent souvent les victimes d'agressions sexuelles. Camaria signifie clair de lune en swahili. Comme la lune, même lorsque vous êtes entouré de ténèbres, vous réfléchissez la lumière simplement parce que vous existez. Notre émission tire à sa fin. Pour plus d'informations et l'actualité sur le coronavirus, rendez-vous sur notre site web voaafrique.com. Vos questions et réactions sont toujours les bienvenues sur la page Facebook de VOA Afrique. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter @linormoudou. Merci de votre fidélité à Carnet de Santé. D'ici la semaine prochaine, on se lave les mains fréquemment et on porte un masque en public comme le recommandent les experts. Portez-vous bien et à très bientôt.